Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Portail de l'Environnement. La menace se fait plus grande et n'épargne aucune couche de la société. Nous frôlons des extrémités avec des dégâts faramineux, des inondations. Le dernier cas en date, c'est au Niger, un pays sahélien avec plusieurs cas de pertes en vie humaine. De l'autre côté, les précipitations se font rares avec des vagues de chaleur et nous pointons du doigt l'abattage des forêts, l'utilisation des moyens de transport, bref, une surconsommation ici sur Terre. Pour opiner sur toutes ces questions, nous recevons Francis Kossi, un observateur averti des questions de changement que connaît notre monde. Il est docteur en intelligence économique, directeur au Mentec Afrique. Bien sûr, de tous ces bouleversements que connaît notre monde. Alors, M. Kossi, vous l'avez entendu avec moi, j'ai dit le dernier cas en date, c'est le cas au Niger, un pays sahélien avec une inondation monstre, des dégâts et des pertes en vie humaine. Ça pourrait étonner plus d'un. Bien sûr. Je pense que c'est la grande question de l'Anthropocène se pose aujourd'hui. Si un pays sahélien enregistre l'inondation, ça veut dire que nous sommes vraiment à la porte, pratiquement de non-retour, comme l'impression qu'on peut le dire, parce que l'Anthropocène crée une entropie non irréversible dans tous les secteurs de développement. Et nous allons vivre ça dans les années à venir. Alors, ça veut dire que les choses iront encore de mal en pire, vous voulez dire? Selon le rapport du GIEC, nous sommes juste au balbutiement des affres d'angoisse. Nous sommes au début des affres qui sont à venir. Ça fait peur ce que vous dites là. Hein? Mais c'est une réalité irrévocable, indéniable. Je ne sais pas si vous avez suivi le rapport du GIEC. Si, je l'ai lu. C'est vrai que je l'ai lu. Alarmant, alarmant. Je pense que des vraies questions aujourd'hui doivent être plus tournées vers l'Anthropocène qui nous guette, l'entropie dans tous les secteurs de développement, que ce soit l'entropie économique que nous vivons aujourd'hui, la crétinisation de la macroéconomique et autres, mais l'entropie naturelle est l'un des défis majeurs pour l'humanité. Ne soyons pas égoïstes, parce que très souvent on le dit, après nous les déluges, mais nous avons une génération qui est derrière nous. Nous avons véritablement le devoir de pouvoir réinventer des savoirs pour lutter contre l'Anthropocène. Je pense que c'est un sujet capital que pratiquement l'humanité tout entière. Et je pense que ce sera aussi un sujet qui doit ramener sur la table ronde les acteurs du marché et de la gouvernance mondiale. Ça fait que quand on parle d'inondation, nous, ici au Bénin, il y a des actions qui sont menées avec le PAPC qui permet aujourd'hui quand même de juguler cette crise. Mais on parle aussi de forte chaleur. On l'a vécu il y a quelques mois, même si aujourd'hui on est dans un mois plus ou moins frais. Ça veut dire que aussi le problème se pose aussi au Bénin avec acuité. Bien sûr, puisque le rapport de GIEC est tellement déterminant que les difficultés se feront quand même, se seront plus perceptibles aussi dans la zone équatoriale. Et nous, malheureusement, le Bénin se retrouve dans cette zone où véritablement on peut s'attendre dans les années à venir, même une submersion marine. Parce que ce n'est pas exclu. Voilà des sujets sur lesquels beaucoup de gens, c'est comme tabou et anathème, et qu'il faut nécessairement revisiter maintenant pour pouvoir garantir réellement survie pour nos enfants dans les années à venir. C'est vrai qu'il y aura des zones, des montées de température, parce que le climat va démontrer des facettes inouïes. On ne va plus le reconnaître. Je dirais la procrastination des climats qu'on avait l'habitude de faire, nos parents, se met à des périodes données. Ceci sera à l'oubliété de la pensée humaine dans les années à venir. Ben, vous qui êtes docteur en intelligence économique, vous savez aujourd'hui le monde court vers la croissance, tout le monde veut se développer, industrialisation, et puis voilà, même avec après la période Covid où on a senti une certaine prise de conscience, mais rapidement encore on a repris, c'est une concurrence qui ne dit pas son nom. Alors dans ce cas, alors, comment juguler ces deux extrémités? On veut le développement avec les usines, on veut protéger l'environnement. Comment il faut faire dans ce cas pour trouver le juste milieu, pour ne pas laisser un monde invivable à nos enfants, comme vous le dites? Vous savez, depuis l'industrialisation, l'humanité est rentrée ce que Jonathan Crary appelle le capitalisme 24 jours, 24 heures sur 7, pratiquement chaque jour. Le modèle capitalisme est rentré avec le taylorisme qui nous a permis aujourd'hui la production de masse. Chacun se réaffirme dans un modèle de gouvernance économique où le marché devient plus puissant que la gouvernance locale. Le marché est maître. Si vous regardez ce qui se passe entre le Niger et le Bénin, vous comprendrez tout simplement que le marché est maître. Il règne plus que la gouvernance locale. Donc le capitalisme va accélérer les déviances comportementales de l'humanité avec justement
le profit qui va complètement monter sur les gains de productivité pour mieux distribuer. Vous voulez dire que le changement climatique et le capitalisme ne font pas bon ménage? Mais c'est pratiquement le capitalisme à l'origine de l'accélération de l'anthropocène. Ah oui. L'entropie en elle-même est naturelle, tout comme nous. Vous voyez, nous grandissons et nous mourons. Ouais. Il y a une énergie que nous perdons chaque jour. Donc l'entropie nous guette. Ouais. Chaque jour, nous luttons contre l'anthropocène. Nous-mêmes. En faisant quoi? À un moment donné, on se dit, il faut rééquilibrer son alimentation, on fait du sport. Tout ce que nous faisons, c'est lutter contre l'entropie, c'est-à-dire la perte irréversible de l'énergie, en toute chose. Ce qui démontre qu'il y a la notion de temporalité en toute chose. Ça veut dire que la Terre, à un moment donné, va rentrer dans cette déviance, on ne saura plus la contrôler. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ben, surtout quand on parle de monde, je vais évoquer un peu l'effectif que nous faisons aujourd'hui sur Terre. On est en train d'atteindre déjà, je crois, 8 milliards d'individus sur Terre. Bien sûr, dans l'Afrique. On parle de surconsommation. Ben là, dans ce cas, comment on va faire pour nourrir toutes ces bouches-là? C'est pour cela que le ratio n'est pas encourageant. Je vous le dis de façon très claire. Vous vivez aujourd'hui ce qu'on appelle le dépérissement inéluctable de l'emploi, dû réellement aux affres de l'anthropocène, aussi à l'automatisation outrance dans tous les procédés. Ah ouais. Voilà encore notre problème. Bien sûr, puisque d'ici 2035, c'est sûr que nous allons perdre un emploi sur 3, c'est clair. Parce qu'on tend vers... On tend vers l'automatisation outrance dans tous les procédés. Et regardez aujourd'hui, derrière vous. Mais cette automatisation, c'est aussi de l'énergie, la production à outrance de gaz à effet de serre. Bien sûr, puisque la disruption, c'est quoi la disruption? C'est que l'homme a tendance à rentrer dans un modèle, un engrenage continu d'insatisfaction. On n'est jamais satisfait. Ça se voit aujourd'hui. Dans tous les travaux de développement qu'on fait à un moment donné, les gens disent non, on n'est pas satisfait. L'homme est rentré dans ce mouillage d'insatisfaction perpétuelle, sans cesse renouvelable, à chaque fois. Quand nous avons reçu iPhone 11, on était tellement contents, n'est-ce pas? C'était l'innovation fertile à l'époque. Après, on nous annonce iPhone 12. Ceux qui avaient iPhone 11 se sont dit, mais attends, ce n'est plus, c'est désuet. Je suis dépassé. Il faut passer à autre chose, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans cette demande au niveau du consumérisme. Nous voulons à chaque fois des nouveautés. Et il y a des acteurs qui sont là pour produire pour nous. Mais quand on regarde le ratio population, parce que d'ici 2035, si les tendances actuelles continuent, nous allons atteindre sur le continent africain 2 milliards. Vous imaginez? 2 milliards. Avec un niveau de densité très élevé. Où réellement, compte tenu de l'entropie, des terres seront abandonnées, un dégel de la population qui va jusqu'à, qui aura plus pratiquement 400 millions de déplacés. Surtout que la plupart des gens quittent les localités rurales pour les cités urbaines. Bien sûr, puisque quand on regarde le continent, 60% de la population est complètement urbaine. Ouais. Donc on quitte, on abandonne, on vient dans les grandes villes. Ceci va entraîner des besoins énormes pour la gouvernance locale. D'abord, il faut développer des technologies de rupture pour mieux fixer les droits de propriété. Et comment faire dans ce cas? En ce cas, il faut nécessairement réinventer des savoirs. La gouvernance locale a le droit de réinventer des savoirs. Mais juste là encore, on ne fait rien. On ne fait rien. Si on doit rentrer dans... Parce qu'il y a tellement de sujets sur lesquels je pense qu'on doit s'appesantir que d'aller dans le dilatoire ou des discours erratiques que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais il y a des problèmes sur lesquels je pense que, même le Bénin, nous devons travailler sur ces choses. Et nous voyons déjà les prémices qui sont développées depuis déjà quelques années, sur lesquelles nous pouvons nous baser pour dire nous sommes sur une bonne piste, sur une bonne voie pour lutter contre l'anthropocène. Ce qui reste aujourd'hui, c'est de développer des capacités. Des vraies capacités. Et ces capacités, en réalité, sont développées par des secteurs privés. L'État n'a pas ce rôle régalien de pouvoir créer de la richesse, mais met la table pour que nous venons, nous tous, avec le plat qu'il nous faut. Avec chacun sa proposition. Chacun avec sa proposition. Sa réflexion. Pour créer l'émergence de l'économie réelle. Et ça, c'est très important. Et ça, nous devons comprendre ça. Que nous avons des prémices. Et que le gouvernement, aujourd'hui, ce n'est pas son rôle de lancer l'économie. C'est le secteur privé qui doit lancer l'économie. Mais quand on regarde la crétinisation aujourd'hui de la macroéconomique, on s'en rend compte que cette macroéconomique est arrivée à bout de souffle. Elle n'est plus solvable pour aucun pays depuis la crise des suprêmes, 2007-2008, lorsqu'on a sauré la Grèce,
Après, nous sommes tombés dans réellement la crise de Covid et la crise de l'énergie. Nous avons quand même traversé un ouragan, un tsunami économique. 3 vagues. Et que c'est normal aujourd'hui, quand on voit que l'assiette de la ménagère s'est rétrécie, c'est normal. Mais c'est à nous maintenant de réévoluer notre capacité, réinventer d'autres savoirs. Et nous pouvons nous appuyer sur le numérique, quelque part. Mais le numérique aussi génère de l'énergie. Ouais. Génère aussi des gaz à effet de serre. Oui. Donc nous sommes réellement dans un rouleau compresseur sans cesse permanent. Et que malheureusement, on n'a pas le choix. On ira juste vers la fin, c'est-à-dire le tsunami final qui nous attend. Et ça, Est-ce que c'est pas être un peu fataliste en disant qu'on va attendre, aller jusqu'au bout, et voilà, et puis tout le monde peut-être va disparaître pour qu'il y ait de nouvelles choses? Vous savez, l'homme procrastine. À chaque fois, on se dit on le fera. Demain, il y aura certainement une réunion. Mais pour le moment, continuons à nous endetter. Pourquoi? Parce que nous avons une population exigeante qui est là constamment, qui booste, qui démontre qu'elle n'est pas satisfaite. Donc, il faut de l'innovation de temps en temps. Ah oui, nous voulons telle route ici. L'État est obligé d'aller sur des politiques de quantitative easing, chercher la monnaie un peu partout, des planches à billets, l'expression communément appelée, ou bien la méthode de caisse, pour pouvoir solvabiliser. D'autres ont trouvé peut-être un moyen, par des discours avilissants, pour dissimuler leur insolvabilité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, qui seront rattrapés dans les années à venir. Parce que l'on veut ou non, la vraie problématique aujourd'hui, c'est de garantir à notre population la paix et le pain, les 2 éléments essentiels. Mais comment produire le pain en masse quand on a devant soi 2 milliards? Il faut passer par la machinerie. On n'a pas le choix. Alors, quand je reviens dans le contexte béninois, est-ce que vous pensez qu'on essaie quand même de respecter un peu ces normes, se dit, OK, oui, on se développe, mais au même moment, on doit protéger notre cadre de vie? Est-ce que chez nous aussi, il y a une certaine volonté d'aller vers cette porte de sortie, de protection, j'allais dire, au minimum, pour cette suivi sur terre? Oui, bien sûr, le Bénin fait un effort abyssal dans ce secteur. Ah, pourquoi abyssal? Abyssal parce que quand on voit aujourd'hui au niveau des appels d'offres, que ce soit internes ou des appels internationaux, vous allez voir des critères au niveau de la gestion écosystémique. On pose des questions au niveau environnement, ainsi de suite. Mais c'est comme une seule hirondelle qui veut faire le printemps. Et pourquoi vous dites que... Parce que la question du climat, c'est une question globale. Ouais. Mondiale, parce que global, c'est un mot anglophonisé, mais je parle de mondialisation du marché. Mais tout le monde injecte dans le marché. C'est un foutoir. Chacun vient avec ses innovations, sans règles, sans éthique. Puisque le marché n'a pas de règles. Le marché est le seul élément aujourd'hui qui nous nourrit, mais qui est exempt de règles, d'éthique et de moralité. C'est pour cela que nous pouvons parler de l'économie de la voyoucratie, l'économie de la drogue, du sexe, des parties du corps humain qui sont vendues sur le marché. On a plein d'exemples dans le monde entier. Donc, le marché a besoin d'être régulé. Et pour réguler le marché, je pense qu'il n'y a pas une organisation mondiale aujourd'hui capable de pouvoir réguler le marché. Parce que la démocratie, quant à elle, elle est définie au niveau de chaque frontière. Chaque pays définit à sa manière sa démocratie. Puisque le marché et la démocratie sont basés sur quoi? Sur la liberté individuelle. On est libre de pouvoir définir, via des déviances parfois diplomatiques, pour justement rester dans la courte semaine. Parce que tous les États sont pratiquement dans la courte semaine. Mais les exigences sociétales sont tellement énormes quand on les voit. C'est pour cela que certains ont des discours quand ils sont en dehors de l'arène. Dès qu'ils rentrent dans le champ de bataille, ils s'en rendent compte que ce n'est pas aussi facile que ça. Voilà. Ils s'en rendent compte que, mais attends, c'est abyssal, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Et là, maintenant, on passe par des déviances, petit à petit, et puis voilà. Et on n'arrive pas à résoudre ces problématiques. L'affaire du climat, pour moi, ne peut être résolue que par une prise de conscience collective au niveau de l'ONU, de toutes les institutions. L'Union africaine, la CEDEAO, soi-disant les émiettages communautaires comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais s'asseoir pour se dire, c'est fini l'égoïsme humain. Ouais. C'est fini. Gonfler comme des dindons décourdis, ouais. C'est fini. Il y a une question capitale aujourd'hui, à laquelle chacun d'entre nous, nous n'avons pas le choix. Comment garantir l'habitabilité pour nos enfants dans les années à venir?
quand nous savons qu'il y a tellement de tsunamis qui sont prévus pour les années à venir, des submersions marines, surtout pour les continents, pour les pays insulaires. Et que l'inondation, le départ sur Sahel, c'est juste le début. Inondation partout, je l'ai dit, même à Grand Popo. On va voir l'inondation, le poste de péage là-bas va devoir partir. Il y a des choses qui sont vraiment dans les pipelines. Le désastre est à venir. Nous sommes juste au début, justement, des affres. Alors, c'est vrai que vous évoquez une question quand même un peu délicate, même si il faut qu'on en parle. Je veux aussi qu'on aborde cette question qui aujourd'hui fait polémique. On parle de marché, on parle d'un voisin encombrant. Je veux parler bien sûr du marché d'Antokwa. C'est vrai qu'on dit que par le passé, c'est un marché qui déversait des tas d'immondices dans le chenal qui permet de joindre l'océan. Mais le gouvernement actuel demande, OK, je veux déplacer ce marché, mais aujourd'hui, il y a comme, c'est pas moi, un lever de bouclier contre cette décision. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, le vrai problème des Africains, parce que je vais aller de façon plus générale, c'est que les Africains, aujourd'hui, nous les Africains, nous sommes guidés par l'entropie informationnelle. Dès qu'il y a une petite information, on ne fait pas de la prospective, fait une bonne catalyse pour arriver à une convergence. C'est ça qui nous tue sur le continent. Et tu vois des sursauts, des déviances diplomatiques un peu partout. Mais quand on voit réellement, on fait une prospective sur les choses à venir, Dantokpa doit être déplacé. Il y a une épidémie qui guette la population. Ça, c'est clair. La zone est malsaine, pratiquement. Les déferlements ne permettent pas d'avoir un système écologique permettant une certaine viabilité. Et si le gouvernement prend la décision, c'est pour le bonheur de nos concitoyens. Mais je peux le comprendre. Qu'on s'est enraciné. C'est très difficile de déplacer quelqu'un. Parce qu'on parle de marché d'Antokpa, que c'est un marché international connu un peu partout dans le monde. Alors, qu'on déplace ce marché, pour beaucoup, c'est comme si on déplaçait, j'allais dire, une montagne. Oui, mais parce qu'ils ne comprennent pas que quand on parle du marché, il ne suffit pas de ceinturer une localité, un endroit pour dire qu'on crée un marché. Le marché est mondial. Le marché en lui-même est déjà mondial. D'accord? Qu'on le déplace dans l'espace ne pose aucun problème. C'est vrai qu'au départ, on peut avoir quelques restrictions sur le plan, je dirais, consumérisme, où les gens se disent, bon, écoutez, on est tellement habitués. Vous savez, quand très souvent on est habitué à un endroit, on nous dit, on ne veut pas. On ne veut pas lâcher prise. Hein? Parce qu'on ne connaît pas là où on va. Il y en a d'autres qui ont créé des proximités à côté du marché. Ils se sont déplacés pour louer des maisons à côté. Avec 100 francs, ils arrivaient au marché facilement. On ne sait pas là où vous voulez nous amener. Ça demande encore un dégel de la population. Mais quand on regarde, on fait le poids sur les affres que nous pouvons vivre dans les années à venir, si on laissait le marché là-bas, et le déplacer rapidement pour garantir réellement la viabilité, l'habitabilité pour nos enfants et lutter contre les épidémies qui sont encore dans les pipelines, je pense que le gouvernement a fait un choix extraordinaire pour pouvoir le déplacer. Mais je comprends aussi la population. Réellement, elle est un peu dans ces situations, on ne peut dépourvu d'éléments, puisque quand on ne comprend pas beaucoup de choses, il faut aussi expliquer davantage pourquoi on veut déplacer le marché. Donc il y a aussi de la communication. Il faut que les médias, nous les élites, nous puissions expliquer à la population. Ouais. Ça, c'est un travail qu'il faut faire au niveau, par exemple, des députés, un peu partout, chacun dans ses communautés, pour mieux expliquer pourquoi il faut le faire. Alors, moi, je pense que c'est une excellente idée. De déplacer le marché. Alors, si vous permettez, on ira à la régie, parce que par le passé, c'est un marché qui produisait d'énormes tas d'immondices déversés dans le chenal, comme je l'avais dit, mais il y a un reportage qui montre quand même que le travail a été fait. On a pu nettoyer les berges. Suivons ensemble ce reportage. Elle croulait sous le poids des déchets de tout genre. Des déchets provenant pour la plupart de son voisin, le marché international de Dantokpa. Une calamité écologique hissant cette berge de Cotonou au rang des coins les plus insalubres de la sous-région. Depuis janvier 2020, une grande métamorphose s'opère dans cette zone de transition entre le milieu aquatique et celui terrestre. Aujourd'hui, elle force l'admiration de tous. Dès qu'on voit la place là, l'État travaille. C'est très bon et c'est joli. On sait bon maintenant que les êtres vivants peuvent encore dormir ici. Le chenal de Cotonou retrouve sa fraîcheur, un écosystème sécurisé et plus attrayant. La qualité de l'eau
et dans le chénal a commencé par s'améliorer. Et nous espérons que quand les travaux réels seront réalisés et dans ce milieu, et ça va donner un attrait beaucoup plus touristique et permettre à des touristes de venir visiter les berges de notre pays. Ces travaux ont déjà pris corps par endroits. Toute la berge est clôturée de barbelés. Des espaces de détente seront érigés. Des débarcadères pour le sport nautique, comme le montre cette illustration. Des actions qui permettraient à Cotonou de savourer au mieux les merveilles de ce don de la nature. Si on finissait ces travaux, ça pourrait devenir un attrait touristique, apporter plus de devises pour votre pays. Exactement. Et ça pourra aussi attirer d'autres commerçants au Nigeria. Regardez les images rébarbatives qu'on vient de voir tout à l'heure. Vous imaginez que ces débris créent pas mal. Les mouches peuvent se déplacer sur les sandwichs. Même c'est pour préserver la vie des occupants du marché. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans cette insalubrité, ce n'est pas possible. Donc la décision de déplacer le marché ne serait qu'une bonne aiguille pour la population. Donc je pense très bien que ce qui reste à faire, c'est de pouvoir mieux communiquer sur les atouts de ce déplacement. Alors quand on préparait cette émission, on a parlé un peu de la résilience créative. Je voudrais mieux comprendre ce que vous voulez expliquer par là. Quand on parle de résilience créative des populations, des entrepreneurs, du secteur privé. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une phase de dépérissement inéluctable de l'emploi. Le modèle de 15 est pratiquement à bout de souffle. Vous allez constater que beaucoup de nos jeunes sont sans emploi aujourd'hui. Mais le numérique offre d'énormes possibilités aujourd'hui. Et n'oublions pas que nous sommes challengés par les robots. Dans peu de temps, vous allez en Angleterre, un peu partout en France ou en Europe aujourd'hui, vous n'avez plus de caissiers d'individuation physique. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a que des individuations techniques, des robots. Et qui sont plus linéaires, plus rationnels, parce que pour le producteur, il ne va pas les solvabiliser, lui, il ne va pas les payer les salaires. Vous avez entendu parler que Bezos vient de supprimer 15 000 emplois. 15 000 emplois. Et les a remplacés tous par des robots. C'est ce qui vient. C'est ce tsunami qui vient aussi. Mais la question environnementale n'est pas aussi une préoccupation alors dans ce cas? Pour le moment, le capitalisme, 7 sur 24, 24 sur 7, baigne en ne peut, puisque dès que l'humanité n'a pas encore affronté les arbres. Je pense que quand nous allons rentrer vraiment dans les arbres, c'est ce qui va conduire bientôt, comme je le dis toujours, à l'émergence de la gouvernance locale mondiale. C'est ce qui vient bientôt. Une gouvernance mondiale vient qui va se baser sur les arbres d'angoisse du climat. Donc du coup, il doit y avoir des possibilités aujourd'hui pour la jeunesse de développer des technologies de rupture pour lutter contre l'anthropocène. Aujourd'hui, le climat n'est plus prévisible. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut créer des technologies, des plateformes sur lesquelles nos agriculteurs peuvent aller se greffer pour voir comment sera le climat au mois de juin, au mois de juillet, pour mieux orienter la culture. Vous voyez, c'est encore de la distribution positive pour le continent. Au lieu de s'évertuer sur les réseaux sociaux, les jeunes ne font pas grand-chose, et qu'il faut quitter cette toxicité pour en arriver à quelque chose de très curatif. Et pour ça, nous avons le devoir de pouvoir les aider aussi. Je pense qu'il y a un travail que la gouvernance locale doit faire, c'est de pouvoir booster le secteur privé. Parce que c'est notre seule porte de sortie, la seule porte de sortie aujourd'hui, pour pouvoir rehausser l'économie réelle, c'est de doper le secteur privé. Décider de faire des champions nationaux. Le gouvernement a décidé aujourd'hui, il dit, on a besoin, comme le Nigeria, on a besoin de faire 5 milliardaires au Bénin. On le fait, c'est-à-dire c'est une décision gouvernementale. On leur donne les facilités pour qu'à partir de ces gros piliers, qu'on puisse créer une émergence dans tous les secteurs, que ce soit l'emploi primaire, secondaire, le vitrier va trouver pour son compte, le menuisier, ainsi de suite, le développement des applications dans tous les secteurs de développement. Je vous donne le cas de Omentech, c'est ce qu'on a fait, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir continuer à solvabiliser plus de 100 personnes. On a développé une application qui a révolutionné les postes de péage. Donc c'est important que le secteur privé soit complètement pétillant ces derniers temps. C'est très intéressant. C'est vrai que c'est bon de féliciter, du moins d'encourager le secteur privé à créer des emplois, mais ce qu'on constate, c'est qu'on ne crée pas des emplois verts. Or là aussi, ça peut donner beaucoup d'argent. Énormément, non. C'est d'avoir l'argent. Vous avez raison, qu'il faut renfler la caisse de l'État. Ouais. Et pour renfler de la caisse de l'État, il y a des bifurcations qu'on doit faire. Je parle de bifurcations écologiques. Comment, à partir réellement de la toxicité qui arrive,
nous pouvons sortir quelque chose de bien, voilà, pour la nation. Mais là, très peu d'entreprises le font. Oui, c'est ça. Parce que très souvent, ils ne sont pas au courant du danger. C'est vous et moi. Mais tout le changement qu'on constate aujourd'hui, forte chaleur, mais ça ne le dit rien. Forte précipitation, rareté des pluies, que sèche encore, sécheresse, tout cela quand même doit faire réfléchir les gens. S'il y a les fruits qu'on retrouvait de façon facile par le passé, aujourd'hui, ces fruits, on ne les trouve plus, mais ça doit faire une tic dans la tête des gens. C'est ça, mais là aussi, pour réinventer l'agriculture, il nous faut des cultures résilientes. Très souvent, moi, je n'aime pas la résilience parce que je me dis, l'homme n'est pas fait pour résilier, pour justement subir la pression de la nature. Nous devons bifurquer. L'homme a de la capacitation rétentionnelle de pouvoir bifurquer. C'est très important. À travers quoi? L'invention des nouveaux savoirs. Ça a été toujours le cas. Quand on était à la pierre taillée, à un moment donné, on a vu qu'une population montait. On ne peut plus continuer avec les vaches à nourrir toute la population. Il faut inventer le moteur à vapeur. Il faut de l'innovation. Après, on s'est rendu compte que pour que les droits de propriété soient bien assainis, il faut du numérique. Et c'est en 1993 que le web a été développé en Suisse par Kembeliski. Mais le pays qui a complètement profité du web, c'est les États-Unis. Pas Al Gore, qui va défiscaliser toutes les sociétés qui œuvrent dans le secteur du numérique. Justement, quand on parle d'Al Gore, c'est l'une des personnes, une figure emblématique en matière de lutte contre le changement climatique dans le monde. Et qui a boosté l'économie réelle, la vraie économie, la Silicon Valley. En donnant un droit à Silicon, par exemple à Google, de ne pas payer les taxes, mais de créer une émergence économique assez spectaculaire. Et ça les a permis à amorcer véritablement des innovations dans l'armement. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, la suprématie et l'hégémonie américaine, même sur le plan militaire, beaucoup d'innovations. Mais justement, parlant d'armement, c'est un sujet aussi préoccupant. Aujourd'hui, avec les conflits un peu partout dans le monde, la guerre russo-ukrainienne, Israël, Gaza, mais cette grande quantité d'armes qu'on utilise, est-ce qu'on ne se dit pas que c'est aussi de la pollution qu'on émet dans l'atmosphère, dans la nature, que même si aujourd'hui on n'a pas les conséquences, des années après, nos enfants pourraient peut-être faire les frais de cela. Mais c'est clair. Mais je vous annonce encore une mauvaise nouvelle. Ouais. C'est que les guerres vont s'accélérer. Il y en aura tellement, même sur le continent africain, dans les années à venir. Ça, c'est clair. Qui veut la paix? Vous ne voulez pas des guerres de déplacés, des déplacés? On en aura tellement de déplacés dans les années à venir. Parce que nous sommes rentrés dans une zone de turbulence qui doit conduire à la gouvernance mondiale. On n'a pas le choix, malheureusement. Vous voyez, la guerre, Russie-Ukraine, les pays, au lieu d'arrêter la guerre, ont boosté plutôt l'Ukraine, en fournissant des armements à l'Ukraine. Mais parfois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça les a permis de pouvoir tester éventuellement aussi leurs innovations. C'est pour te dire que le marché, ça aussi c'est le fruit du marché. Le marché on préfère l'économie qu'à la protection de la nature. Exactement, exactement. Nous sommes dans ce monde de non-droit, sans éthique ni loi, qui nous conduit vers le chaos. Pour ne pas dire l'eschatologique. Beaucoup vont définir comme ils veulent, ainsi de suite. Mais je pense qu'il faut un moment de conscience aiguë pour l'humanité. Il faut qu'à un moment donné, qu'on s'asseye, qu'on se dise, trop, c'est trop. On a laissé trop le capitalisme dans toutes ses déviances. Et qu'il faut s'asseoir, désormais, pour penser à la génération, pour penser à la Terre. C'est vrai que souvent, il y a ces sommets au plan mondial, on parle des... confronte des partis, on se revoit, on parle, on discute, mais une fois qu'on quitte ces rencontres, c'est comme si, voilà, on remet sa toge de capitaliste et puis voilà, on continue et puis après on vient s'asseoir, mais c'est de l'hypocrisie. Oui, erratique, purement. Ce sont des sommets VIN, du vin, VIN. Bon, on s'assoit, on prend du vin, du bon vin, on se retrouve, mais en réalité, quand on regarde bien, pas d'épilogue. On n'en fait pas une catalyse. Même quand on sait aujourd'hui que nous sommes devant un danger, mais on se dit, demain, on trouvera la solution. La procrastination permanente. Et pendant ce temps, comme on ne sait pas ce qui vient, alors qu'est-ce que les États font? Continuent à s'endetter. Allons nous endetter continuellement, on ne sait pas ce que demain sera fait. Et c'est d'ailleurs qui nous conduit dans réellement cette politique de 15, où chacun va sur la dette. Quand on a des indicateurs positifs et autres, parfois il faut être coaché. Et l'investissement est 100% spéculatif. C'est ce que je dis. L'investissement qu'on reçoit sous forme de dette, avec des taux intéressants par les banquiers centraux, mais en réalité, vous allez constater que l'investissement est purement spéculatif.
Ça ne permet pas de booster, ni à lutter contre le dérèglement climatique, mais plutôt à amorcer la croissance. La croissance, pratiquement, et le dérèglement climatique sont inversement proportionnels. Ouais. Quand vous voulez monter la croissance, vous êtes obligé de réduire votre capacité qui concerne à décarboniser réellement le procédé. Ouais. Donc du coup, on est dans un imbroglio, un tournant sans cesse renouvelable. Et qu'à un moment donné, je pense que cette déviance politique, diplomatique, qui conduit la plupart des institutions qui nous gouvernent, à un moment donné, je pense qu'on va devoir s'asseoir pour aller vers la restriction du marché. Quand je parle de la restriction du marché, ça ne se fera pas en partie. Il faut que tous les États, parce que le marché est mondial, nous ne pouvons pas adopter des restrictions pour lutter contre le climat pendant que la Chine continue toujours de produire. Il faut que la même loi aussi étiquette la Chine. Ça, c'est très important. C'est là où il y a le label de la gouvernance locale qui est obligé de s'asseoir sur l'humanité. Que l'on veut ou non, on ira vers le nouvel ordre mondial. Qu'on veuille pas. On n'a pas le choix. Alors, parlant bien sûr quand même de petites réussites au plan local, nous, ici au Bénin, quand même, il y a des choses qui sont faites. Je parle par exemple de la protection des mangroves. Si vous permettez, on va encore à la région, on va suivre quand même cette ONG qui essaie quand même de réunir des populations locales pour protéger les berges contre les inondations et contre autres choses, la montée des eaux de l'océan. Voici le reportage. Une image de carte postale d'une forêt de mangroves. Elle borde un plan d'eau sacré, le Vaudonto, le plan d'eau du Vaudon. Une aire communautaire de conservation de la biodiversité, mais menacée par des actions anthropiques. Ces femmes, aujourd'hui aux petits soins de ces pépinières de palétuviers, utilisaient ces mangroves pour des usages domestiques et commerciaux. Nous coupons ces mangroves pour construire et pour fumer le poisson. On l'utilise pour les usages domestiques. Nous n'avons pas autre bois que les mangroves par ici. Entre-temps, nous avons reçu des responsables d'ONG qui viennent nous sensibiliser sur l'importance des mangroves. La prise de conscience renaît au sein de cette communauté grâce aux nombreuses sensibilisations de ces responsables d'ONG environnementales et cet agent des eaux, forêts et chasse. L'organisation non gouvernementale s'est donné une mission, restaurer les zones dégradées de cette forêt de mangroves. 100 hectares de cette végétation atypique seront repeuplés, un véritable puits de carbone pour le Bénin. Sans ces mangroves, il n'y aura pas de ressources halieutiques dans l'eau. C'est sous ces mangroves-là que les poissons se reproduisent. Et ces mangroves luttent aussi contre la montée des eaux. Et ce qui est formidable dans ces mangroves, ils captent assez de carbone. D'autres mesures d'approche sont mises en œuvre pour sauvegarder ces mangroves. L'utilisation des plantations d'acacia. Elles vont servir de bois de chauffe pour les communautés rurales. Je parlerai d'une success story, j'allais dire, chez nous au Bénin, où on essaie de protéger les mangroves qui captent plus de CO2 que les forêts naturelles. C'est quand même quelque chose qu'il faut encourager. Vraiment, vraiment. Ça, c'est un modèle rationnel. Et quand on voit aujourd'hui le travail que le gouvernement est en train de faire, il faut vraiment apprécier ça parce que c'est très important. Non seulement ça, les mangroves permettent la recomposition de la biodiversité. Ouais. Vous voyez, quand vous passez là, vous voyez des oiseaux que vous n'avez jamais vus. C'est vrai, c'est des niches écologiques pour les oiseaux. Énorme. Ouais. Pendant qu'en réalité, l'humanité a perdu déjà 60% de la biodiversité mondiale. Donc on fait, je dirais, le petit bonhomme de chemin au Bénin. Je pense que ce sont des actes qu'il faut nécessairement encourager. Et chacun peut le faire aussi, hein. Chacun à travers des plantations ou bien justement le 1er mai qu'on avait fait un peu partout, que nous puissions continuer à planter les arbres un peu partout. Ça lutte contre réellement ce dérèglement et permet aussi un niveau d'oxygénation plus poussé pour la population. Alors je suis en train de demander qu'est-ce que Ometec fait de façon concrète quand on parle d'environnement. Est-ce qu'il vous arrive parfois de descendre dans un milieu, dire ok, je mets en tête des plans, je les entretiens pour que demain on puisse voir voilà, ce que j'ai fait comme action de protection de l'environnement?
C'est vrai, c'est une question très épineuse. C'est vrai. Vous ne vous attendiez pas à cette question? Pas du tout. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on ne l'a pas fait dans ce sens, mais nous essayons simplement par des technologies de rupture pour supprimer réellement les moteurs qui consomment, qui sont des boulimies énergétiques, qui produisent plus de gaz à effet de serre. Nous essayons de les remplacer par des mini-consommations, par exemple le télépéage aujourd'hui que nous avons installé un peu partout dans la sous-région. Et nous essayons aussi, via la disruption, de trouver des moyens pour pouvoir enflouer la caisse de l'État. Notre rôle, en réalité, c'est d'aider le gouvernement, tout simplement, à capitaliser, à monétiser au maximum pour pouvoir faire face aux défis majeurs de la population. Quelque part, nous sommes sur la chaîne. Pas à la fin, mais au début. Alors, à l'image, du moins, quand on voit tout ce constat qu'on vient de faire, on parle de déluge, on parle de qu'on ne peut plus se retourner, ce qu'on veut ou pas, on ira droit au mur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, quand même, pour corriger, ou du moins pour arrêter, amoindrir le choc? Même si on sait que le choc est là, mais qu'on l'aura, qu'on veut ou pas, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour arrêter, diminuer un peu le coût qu'on pourra recevoir? Très rationnel, ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter de produire, tout simplement, tout ce qui est les moteurs qui sont générateurs des gaz à effet de serre. Ça, c'est clair. Ça, c'est la solution. Mais quand on rend compte aujourd'hui de l'agressivité du marché, et du fait que le marché n'a pas de loi ni éthique, c'est pratiquement illusoire. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas le faire actuellement. À moins que nous réinventons d'autres savoirs qui seront plus basés sur l'énergie renouvelable, qui coûtent encore très cher, ça c'est clair, il faut le reconnaître aujourd'hui. Mais les conséquences déjà des gaz lâchés dans l'atmosphère, dans le cosmos, vont devoir produire leur effet. L'augmentation jusqu'à 2 degrés de plus, ça, il faut les attendre dans les années 2030-2035. Déjà, à partir de 2030, nous allons rentrer vraiment dans la turbulence écosystémique. Ça, c'est vrai. Parce que qu'on le veuille ou non, ça, c'est irrévocable, indéniable. Mais il faut arrêter maintenant, à un moment donné. Parce que ce qu'il faut reconnaître au niveau du climat, c'est que le dégagement des gaz à effet de serre n'est pas linéaire, pas du tout. Vous avez une zone qu'on appelle une zone de turbulence. Si vous continuez à un moment donné, juste vous arrivez à un taux, vous êtes à un niveau sismique dense, où vous ne pouvez plus l'arrêter. C'est en mathématiques qu'on parle de zone de turbulence. Quand vous avez un cosinus phi ou bien tangence phi qui dépasse 180 degrés, on dit que nous sommes dans une situation instable. Et nous sommes en train d'aller dans la zone instable. L'essentiel pour l'humanité, c'est de ne pas arriver dans la zone instable. Elle est pratiquement là, si rien n'est fait aujourd'hui. Si nous ne détournons pas nos regards sur le climat et que nous sommes toujours sur des déviances diplomatiques, des petits rendez-vous qui n'ont pas d'importance particulière, il faut qu'on pense désormais au climat. Mais on ne peut pas le faire à petite échelle. Il faut que ça soit de façon mondiale. Depuis l'ONU, vers ses filles, l'Union européenne, l'Union africaine, ainsi de suite. Je pense que c'est ce qui vient bientôt et c'est ce qui va se faire. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué une question quand même très fondamentale, c'est par rapport aux énergies renouvelables, mais je crois qu'ici au Bénin, on fait l'effort. Aujourd'hui, quand vous voyez la plupart de nos acteurs, ce sont des énergies alimentées à base des panneaux photovoltaïques. Il faut aussi qu'on puisse cela développer dans nos maisons, même si pour le moment, c'est l'énergie conventionnelle qu'on continue d'utiliser dans les maisons. Bien sûr, il faut aussi. C'est très important. On a vu déjà, donc au niveau du ministère de Transport, il y a un travail abyssal qui a été fait dans le secteur, un peu partout. Vous voyez très bien que l'éclairage aujourd'hui est purement solaire, public et solaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Aussi, au niveau de la consommation domestique. Il faut aussi régler cela. Il faut régler cela, comme l'Allemagne et la France sont en train de faire aujourd'hui. Mais derrière, une subvention, parce que ce n'est pas facile. C'est lourd comme investissement. Il faut qu'on trouve un système bancarisal qui pourra nous aider. Vous voyez, ça c'est aussi un autre modèle qu'il faut trouver, et ce n'est pas facile. Mais il faut encourager. Je pense que le seul moyen aujourd'hui, c'est de pouvoir détaxer un peu ce module, ou bien cette installation solaire. Se dit, il n'y a pas de taxe là-dessus. Vous pensez que c'est un peu cher pour le commun des Béninois? Oui, je pense très bien, parce que pour avoir 3 kilowatts, par exemple, vous faites tourner un climatiseur dans une maison, frigidaire, ou 5, vous êtes pratiquement à 6 à 7 millions de francs CFA. C'est énorme. C'est énorme, c'est lourd. C'est vrai que les technologies aujourd'hui avancent au fur et à mesure au niveau du système solaire. L'Allemagne fait un travail énorme dans ce secteur-là. D'ici peu, on n'aura plus besoin des réservoirs d'énergie. Mais ce qui est bizarre, M. Corsi, c'est que ces pays européens n'ont pas assez de soleil que nous, mais nous, on a plus de soleil, mais
j'ai comme impression qu'on ne profite pas assez de... Exactement, on ne profite de rien. On ne profite de rien de ce solaire. Ces pays n'ont pas, comme vous l'avez constaté, l'Allemagne peut-être 3 mois dans l'année, mais ouais. Nous avons permanemment, comme le Niger, qui a un luxe assez spectaculaire. Tout à fait. Voilà. Mais ce n'est pas encouragé, d'abord par le gouvernement, parce que pour le faire, il faut aussi avoir les moyens. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas tropicalisé ces panneaux photovoltaïques aussi, il y a aussi parce que la plupart de ces appareils viennent de l'extérieur, peut-être pas adaptés à notre climat? Non, ces panneaux sont vraiment adaptés à nos climats. Puisque c'est des panneaux à silicium. C'est vraiment adapté. Il n'y a pas assez d'électronique là-dedans. Ils sont purement tropicalisés. Un panneau solaire a une durée de vie de 30 ans. Que ce soit déployé en Allemagne, ou au Bénin, ou au Niger, s'il y a un peu d'entretien, vous avez 30 ans, les panneaux fonctionnent pendant 30 ans. Au moins 30 ans. 30 ans, voilà. Donc ça veut dire que la durée de vie est assez quand même acceptable. Mais ce qui pose problème dans l'installation de panneaux solaires, c'est plutôt les réservoirs. Par exemple, vous avez du soleil en temps réel, vous avez fait du monitoring direct sur les panneaux, qui vous fournit directement pour vos installations, mais le soir. Ouais, le soir. Il n'y a plus de soleil. Donc vous devez réserver un peu d'énergie pour la restituer à partir de 19h jusqu'au matin. Et ces réservoirs coûtent excessivement cher. Aujourd'hui, on a quitté les batteries à plomb. Nous sommes aujourd'hui sur le modèle silicium assez avancé. Et je pense qu'aujourd'hui, la capacité de réservoir aussi, le temps de recharge est tellement si court, le temps de décharge est on ne peut long. Ce sont des technologies qui sont développées donc pour ces nouvelles batteries, mais qui coûtent excessivement cher. Vous avez un réservoir de 50 kWh, crête, vous êtes pratiquement à 2 millions de francs CFA. Il faut avoir un peu de moyens pour voir justement. C'est énorme pour le... C'est énorme pour le commun du mortel. Ouais. Voilà. Alors, c'est vrai, vous demandez quand même que l'État peut quand même subventionner, comme on le fait sous d'autres cieux. Cela pourrait encourager cela davantage. Oui, normalement. Mais quand je regarde aussi le réservoir de l'État avec les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes aujourd'hui. On est tellement exigeant en Afrique. Ouais, on veut tout avoir. Tout avoir. Vous voyez flamber des hôpitaux un peu partout. On a Calavi déjà terminé un peu partout. Il faut le faire dans tous les départements du Bénin, nécessairement. Ça demande un fonds ambitieux énorme. Vous voyez? Donc, le gouvernement fait un travail énorme dans ce sens pour pouvoir récolter un peu à gauche, à droite, pour pouvoir essayer de répondre aux exigences de la population. Alors, M. Kossi, nous tendons un peu vers la fin de cette émission qui nous a quand même fait un tour d'horizon par rapport aux problèmes changement climatique, bouleversement, turbulence. C'est vrai. On a aussi parlé, bien sûr, de ce problème des start-up développeurs. Oui, les start-up développeuses de pollution, parce qu'il faut des start-up développeuses de solutions. Ouais. C'est pour cela que ça, c'est un travail dans le secteur du numérique. Le ministère du numérique doit faire ce travail énorme. Chaque 3 mois, on doit avoir des conférences, c'est-à-dire des podiums pour voir les innovations de nos jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Chez nous, ceux qui développent les plateformes, les applications, les télépéas, ce sont des jeunes de 24 ans, 25 ans, qui ont un savoir énorme, astronomique. Donc, il faut voir comment on peut orienter, quels sont les secteurs dans lesquels on va orienter leurs applications afin que l'État puisse les utiliser. Si ceux-là aussi sont... Vous voulez dire qu'on ne tire pas trop profit de cette jeunesse très intelligente, jusqu'à présent, non, je pense très bien qu'on... Innovatrice, cette jeunesse? Pas du tout. Nous sommes proches de cette jeunesse pour comprendre qu'il y a vraiment de l'innovation au sein de la jeunesse aujourd'hui. C'est vrai, on a une grande partie qui s'usurpe sur les réseaux sociaux, mais on a quelques pépites sur lesquelles nous pouvons réellement changer les donnes de référence. Parce que quand ces jeunes vont devoir démarrer et que l'État va s'intéresser à leur plateforme, ces jeunes vont démarrer réellement une congestion, c'est-à-dire une conversion en termes de société. Ils vont démarrer une application, démarrer leur société. Est-ce que vous avez des exemples à partager avec nous par rapport à l'innovation de cette jeunesse aujourd'hui, qui est bien sûr en lien avec l'environnement surtout, parce que pour moi, ça m'intéresse beaucoup plus l'environnement. Oui, il y a des sociétés, bon, je ne peux pas les citer un peu partout, il y a des sociétés qui travaillent dans le secteur de l'environnement, avec des capteurs météorologiques aujourd'hui qui sont au Bénin. J'ai oublié un peu le nom. Je sais qu'aujourd'hui, quand même, des surveillances des champs de vastes domaines, c'est grâce aux drones. On n'a plus besoin de sillonner des hectares. Avec les drones, on peut le faire aujourd'hui. Même l'Afrique, les jeunes développent les drones aujourd'hui, qu'on peut s'intéresser à eux aussi. Et je pense que ça, c'est un travail que la gouvernance locale doit faire. Et ça, c'est un travail de fond. Et ces jeunes-là, rapidement, les capitaliser, les mettre dans un process fonctionnel pour qu'ils peuvent démarrer ce secteur privé, qui est complètement émergent pour l'accroissement de l'économie réelle. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est notre porte de salut.
Il faut nécessairement... Mais là, sur cette avancée, nous dormons encore un peu. On n'est pas aussi proactif. Non, on n'est pas du tout proactif. On ne voit rien dans ce sens. C'est pour cela que tu vois une divagation des jeunes. Les jeunes ne savent même plus à quel ciel se vouer. La plupart tentent des aventures illicites. Tu les vois partout, prendre des bagues, des embarcations, des arcs de fortune pour aller vers l'Occident. Et nous perdons énormément. Vous avez vu, l'année passée, nous avons perdu en Afrique presque 8000 de nos jeunes ont participé au festin de poissons. Voilà. Des naufrages un peu partout. Donc il faut vraiment qu'on arrive à capitaliser sur ces jeunes parce que c'est important. À travers, il faut les intéresser, les réunir, regarder, il faut faire sous forme de brainstorm et voir aussi sous forme de casting ceux qui peuvent nous aider dans ce modèle de développement. Et là, ce serait quand même une source de développement, j'allais dire, pour notre consubstantiel à nos développements. Ouais. En même temps, ça crée l'émergence de l'économie réelle. Voilà. Donc on aura certainement de boom économique dans les années à venir, si c'est possible, si nous pouvons nous appuyer sur ces start-up développeuses de solutions au Bénin. Merci beaucoup à vous, Monsieur Francis Corsi. Je rappelle que vous êtes le directeur de Omentech Afrique, docteur en intelligence économique avec vous. On a fait le tour d'horizon. Un mot avant de quitter ce studio? Merci beaucoup. Je pense que le problème de l'anthropocène est un problème très critique aujourd'hui et qu'il faut le voir sur le plan mondial. Mais nous devons réveiller aujourd'hui aussi, depuis des communautés de base, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, un peu partout, pour que les États africains arrivent à capitaliser sur les innovations. On a besoin par exemple de laboratoires, on n'en a pas, de recherche, pour réinventer l'agriculture, réinventer les plantes, faire sous forme de génique et déplacement des gènes, pour voir si on peut sortir d'autres plantes pratiquement résilientes à ce climat. Et je pense que ça doit se faire en communauté. Et c'est pour cela que chaque État doit essayer de définir un modèle de développement basé sur des perspectives néganthropiques pour quitter l'économie de la mort dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous appelez quoi l'économie de la mort, M. Corsi? Pour aller vers l'économie de la vie. Vous appelez quoi l'économie de la mort? L'économie de la mort, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, qui nous conduit directement vers la mort, le déclin total, pour aller vers quelque chose de plus néganthropique, permettant d'aller vers une économie de vie. Voilà. Merci beaucoup à vous. Ce sera tout pour cette émission Le Portail de l'Environnement. Merci pour votre attention et bonsoir chez vous.